Les milliardaires qui sont donc dans le collimateur des députés de gauche essentiellement, qui ont voté, il y a de ça quelques jours, une nouvelle taxe de 2% sur le patrimoine des ultra-riches. Jean Perlevat, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Boursorama. Bon, on l'a déjà dit, mais on le répète, on sait que le gouvernement aura la main sur le texte final du budget 2025, avec ce recours possible, voire on va dire inévitable, à l'article 49.3. Donc cette taxe de 2%, a priori, elle ne verra pas le jour, si j'ai bien compris. Mais en même temps, la question est intéressante et je pense qu'elle intéresse beaucoup de monde. Est-ce qu'il faut, oui ou non, pardon de le dire comme ça, taper ou pas dans les poches des ultra-riches? Parce que ça rapporterait 13 milliards d'euros aux caisses de l'État, c'est cette taxe de 2% sur les patrimoines supérieurs à 1 milliard d'euros, donc qui touche quelques dizaines de personnes en France. Merci de m'interroger sur cette question, parce que je vais pouvoir affirmer dans une émission importante, spécialisée en économie, vous êtes d'ailleurs le premier à me poser la question, les idées de M. Zucman et de M. Piketty sur l'imposition des ultra-riches, ça relève de l'escroquerie intellectuelle. Mais dans le fond, il y a un sujet. Il a été montré parfois que les milliardaires ont des taux d'imposition qui sont faibles. Non. Trop faibles par rapport à ce que paye le commun des mortels. Non, c'est un mensonge, c'est une escroquerie. Pourquoi ils disent que le taux d'imposition est faible? Parce qu'ils le rapportent non pas au seul revenu, mais à la totalité du patrimoine. Il faut le ramener au revenu, évidemment. Eh oui, mais non. Quand ils vous disent 2% sur la richesse des ultra-riches, c'est sur le patrimoine qu'ils l'imposent. Moi, je parle du taux d'imposition des milliardaires, dont certains ont dit parfois il est de 20%, 25%, là où d'autres Français qui ne sont pas milliardaires payent plus en taux d'imposition rapporté au revenu. On ne mélange pas les choux et les carottes. Exactement. On ne mélange pas les choux et les carottes. Alors, parlons du revenu et du patrimoine. Je prends le petit entrepreneur du coin de la rue qui crée son entreprise. Ouais. Il crée son entreprise qui a une raison sociale différente de la sienne en tant qu'individu. Son actionnariat, le fait qu'il détienne 100% de cette petite entreprise qu'il vient de créer, ça lui crée un début de patrimoine. Cette entreprise, si elle se développe, si elle réussit, le patrimoine de l'individu concerné, de l'entrepreneur, c'est un entrepreneur, va devenir de plus en plus gros. Tant qu'il ne distribue pas ses profits sous forme de dividendes, il va payer dans son entreprise, une fois de plus, qu'il y a une raison sociale différente. L'impôt sur les sociétés. L'impôt sur les sociétés. 25%. D'où les 25%. Et donc, je suis M. Piketty ou M. Zucman et je dis c'est scandaleux, les gens qui possèdent un patrimoine. Alors qu'ils ne se sont rien versés. Alors qu'ils ne se sont rien versés. Parfois, on dit qu'ils utilisent des holdings les plus riches, dans lesquels ils font verser, je ne sais pas quoi, il y a des montages financiers. J'aimerais bien qu'ils m'expliquent, parce qu'il se trouve que moi, je suis dans cette position-là. C'est-à-dire que quand j'ai fini ma carrière professionnelle, officielle, j'ai pris ma retraite il y a 20 ans, j'ai créé ma petite société à partir de zéro. Et à ma grande surprise, j'ai gagné de l'argent dans la société. Qui est donc frappé à l'IS. Frappé à l'IS. Et ensuite, prélèvement forfaitaire unique à 30%. Absolument. Donc il y a 25% de taux quand je distribue. Quand je distribue, je paye. Il faut bien vivre. Oui, mais tous les chefs d'entreprise, du plus petit au plus gros, ils ont un souci fondamental, c'est que leur succès en tant qu'entrepreneur soit aussi rapide et important que possible. Et là, on ne parle pas des entrepreneurs, on parle des milliardaires, dont le patrimoine, nous ont dit les députés de gauche, ont flambé ces dernières années. Avec la hausse de l'immobilier, des marchés financiers. Et alors, je vais vous donner une autre explication. Vous savez, j'aimerais bien d'ailleurs qu'il me réponde, M. Zucman, parce que jusqu'à présent, toutes les attaques que j'ai faites sur ce que j'appelle une escroquerie intellectuelle... Donc l'escroquerie, c'est de dire finalement, ils ne payent pas assez parce qu'on rapporte ça au patrimoine et pas à leur revenu. Exactement, exactement. Alors, je vais vous donner une autre explication qui est intéressante. Pardon, juste sur les milliardaires ou les très riches qui se versent
Ouais. parce qu'ils sont propriétaires d'entreprises ou qu'ils ont des actions Ouais. qui se versent eux-mêmes Ouais. des dividendes ou qui ont des dividendes, etc., ils payent 30% d'imposition puisqu'ils sont prélèvement forfaitaire Oui, unique. ils payent 30%, mais sur des revenus qui ont déjà payé 25% de l'impôt sur les bénéfices. Hein, il ne faut pas l'oublier. Donc ça fait 55. Voilà. Donc, il y a dire aligner Fiscalité. la flat tax ou l'impôt sur le capital À l'impôt sur le revenu. à l'impôt sur le revenu, ça va modifier marginalement. C'était ce qui se passait sous François Hollande, Oui, d'ailleurs. mais il y avait une déduction. D'ailleurs, à l'époque, je payais ça. Il y avait une déduction de 40% qui tenait compte du fait que... Ah, c'est vrai ça. Ah ouais, tout le monde a oublié. Ouais, Hein. Facialement, il y avait effectivement un alignement entre fiscalité du capital et du travail, mais il y avait une déduction. Mais de dans la 40%. fiscalité du capital, on tenait compte du fait que le capital avait déjà payé l'impôt sur les sociétés. Pour vous, il n'y a aucun sujet sur la contribution, parce que c'est ce que dit Michel Barnier, c'est la contribution des plus riches au rétablissement des comptes publics. C'est ce mot qu'on aime bien en France de justice fiscale. Est-ce que les milliardaires, les plus riches, contribuent à leur juste proportion? C'est ça le fond du débat. Proposition de Gabriel Zucman ou pas d'ailleurs? Non, ce que je trouve inacceptable, c'est de fabriquer une espèce d'ostracisme sur une catégorie très particulière de la population qui s'appelle les ultra-riches. Qu'on fasse participer les riches de manière plus importante au rééquilibrage des comptes publics, j'en suis d'accord sur le principe. C'est pas déjà le cas? Contribution, déjà la contribution sur les hauts revenus, déjà, au-delà de la Absolument. d'imposition. Alors, il reste un peu de marge, mais pas beaucoup. Avant que le Conseil constitutionnel dise. Exactement, c'est parce confiscatoire. que mes cibles, si je puis dire, hein, Zucman, Piketty, ils oublient ça. Ils oublient qu'en tout cas en France, il y a un Conseil constitutionnel parce qu'il y a une Constitution. Il ne faut pas que l'impôt devienne confiscatoire. L'impôt ne peut pas devenir confiscatoire. Alors, confiscatoire, c'est 2/3, je crois. Oui, c'est de l'ordre si vous voulez, lorsque vous ajoutez l'impôt plus votre contribution sociale, CSG, etc., ADS, plus l'ISF ou l'IFI aujourd'hui, je le sais, puisque comme je paye l'IFI, les impôts eux-mêmes me demandent de vérifier à chaque fois que je n'atteins pas le plafond. La totalité de tout ça ne doit pas dépasser 75% du revenu. 75, c'est ça. 75. Et donc la marge de jeu qu'on a, elle est faible. Elle existe, mais elle est faible. La question, en montant total. Ouais. La question, pour moi, c'est de savoir est-ce que vous êtes oui ou non pour ou contre le principe d'une taxation plus élevée des plus riches, des milliardaires. Et la question après, c'est est-ce que c'est au niveau français? La réponse, on l'a bien compris, a priori c'est non. Ça doit se faire au niveau mondial. Mais comme au niveau mondial, on ne mettra jamais tout le monde d'accord, ça n'arrivera pas. Et donc, ça n'arrivera pas. Non, ça n'arrivera pas. Que... Donc c'est un mythe. Donc c'est un déni de réalité. Pourquoi ça n'arrivera pas au niveau mondial? Parce que les autres pays ne veulent pas? Parce que les autres pays ne veulent pas. D'ailleurs, Zucman, qui a écrit son magnifique rapport pour le G20, et M. Lula, président brésilien, pour suggérer qu'il fallait qu'au niveau mondial, il y ait 2% de taxes sur le patrimoine des 3000 milliardaires. Hein. Ça rapporterait 300 milliards de mémoire, je crois. Oui, c'est ça. J'ai lu son rapport. Et alors? Intégralement. Eh bien, il oublie de dire qu'il y a un pays, avant l'élection de Trump, je ne pense pas que l'élection de Trump ait facilité les choses. Hein. Il y a un pays qui s'est dit immédiatement opposé à ce système, c'est les États-Unis. Donc, bon. Deuxièmement, vous imaginez qu'il va y avoir un accord mondial sur la taxation à 2% du patrimoine des ultra-riches, alors qu'une fois de plus, le patrimoine en tant que tel n'a jamais été imposé à ce niveau-là. Il y a des pays qui imposent le patrimoine. En dehors de la France, ça existe. On n'est pas les seuls au monde non plus à faire ça. On est ceux au monde qui ont le taux le plus élevé d'imposition sur le patrimoine. 4% du PIB. Record mondial. Nous sommes les plus... Voilà, donc on peut décider de devenir encore plus champions mondiaux. Mais qu'est-ce qui se passera? Vous allez me dire qu'ils vont fuir, les milliardaires vont partir, c'est ça? Les riches vont partir. Vraiment? Ils sont déjà partis. On oublie de le dire, ils sont déjà partis.
nous avons déjà probablement de l'ordre de 2 millions de Français qui sont partis. 2 millions de Français, mais ce n'est pas des milliardaires. Hein. C'est des millionnaires. Ouais. Parce que l'imposition, une fois de plus, des seuls ultra-riches, c'est contraire à toutes les règles constitutionnelles. Donc chaque fois qu'on parle de ça, les riches, simplement, se disent « Ouh là là, ouh là là ». Et quand je vois que c'est repris par le Parti socialiste, moi je suis social-démocrate, donc théoriquement, bon, c'est une folie. Parce que les gens riches se disent « Mais il faut que je parte ». Ça contribue à une forme de mise à l'index des riches en France. Bien entendu, bien entendu. Et ça peut nous pénaliser pour le coup sur longue Ça période. nous pénalise, ça nous pénalise. Est-ce que je peux vous donner une ou deux indications qui sont complètement ignorées par les Français? Nous sommes le pays au monde dont la production extra-frontière est la plus élevée. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que vous prenez, je prends ça à titre d'exemple, hein, ce n'est pas une critique, Total par exemple. La production de Total, elle est à l'extérieur des frontières Pas de françaises. pétrole en France, c'est normal. Oui, mais nous sommes le pays qui, globalement, a le record mondial de production à l'extérieur des frontières, qui ne rentre pas dans le PIB français. Ouais. Et donc? Ça veut dire que les grandes entreprises françaises, déjà, ont beaucoup plus investi à l'étranger Oui, bah, que la totalité des autres pays. Pourquoi? Parce qu'à force de parler d'impôts sur les plus riches, d'impôts sur les entreprises, ben, les plus riches et les entreprises disent on va investir là où on est tranquille. Donc pour vous, c'est une machine à faire fuir les talents, les entrepreneurs, les millionnaires, etc. Oui, c'est déjà fait. C'est déjà fait. Je viens de parler des personnes physiques. Est-ce que vous savez, personne ne sait ça, est-ce que vous savez qu'il y a un régime en sens inverse? Donc on déteste les riches français. Les riches français doivent être surtaxés. C'est ça la position de beaucoup de gens officiellement de gauche. J'ajoute que moi, je suis de gauche. Donc j'ai un discours qui, vu par une large partie de la gauche, est un discours totalement réactionnaire. Totalement réactionnaire. Hérétique. J'assume d'autant plus que j'ai dit je suis, moi, prêt à payer plus d'impôts, mais à l'intérieur des limites constitutionnelles françaises. Hein, je rappelle, Déclaration des droits de l'homme. Le droit de propriété est inviolable et sacré. Déclaration des droits de l'homme, c'est plus fort que la Constitution elle-même. Alors on peut refaire la révolution de 1789, hein, si nécessaire. Le droit de propriété est inviolable et sacré, nul ne peut en être privé. Nul ne peut en être privé. Donc là, on n'aime pas les Français riches, mais on aime bien les étrangers riches qui vivent en France. Donc il y a un régime particulier fiscal des impatriés. Expliquez-nous, parce que personne ne connaît les impatriés. Alors, on connaît les expatriés, mais pas les impatriés. Voilà. Alors d'autant plus que le nombre d'impatriés en France, je sais qu'ils existent, c'est reconnu par les pouvoirs publics, donc vous allez consulter le Trésor ou l'État, il vous explique ce que c'est un impatrié. Donc vous avez vécu plus de 5 ans à l'étranger, vous avez un travail à l'étranger, vous décidez de venir en France, vous avez un travail en France. Sans être français. Comment? En étant français d'ailleurs. Français ou étranger? Les deux. De nationalité? Les deux. Les deux. Pas résident. Ça s'applique, quelle que soit la nationalité. Et alors? Vous avez travaillé pendant plus de 5 ans à l'étranger, vous venez en France, vous avez un travail, vous avez un revenu. Ce revenu, il est sous-taxé. Il a un avantage fiscal considérable. Même pour des très gros revenus? Quel que soit le niveau de revenu. Il n'y a pas de limite. Et donc, comme ça m'intéressait beaucoup, que j'avais une idée des expatriés français, je vous dis, de l'ordre de 2 millions probablement, je me suis demandé combien il y avait d'impatriés. Impossible à savoir. Secret. C'est gardé secret. L'État français qui vous explique dans ses publications officielles ce qu'est le statut d'impatrié, il n'en donne pas le nombre. Donc on est moins taxé pendant combien de temps d'ailleurs? Ça dure combien de temps? Ça dure au minimum 7 ou 8 ans, quelque chose comme ça. Enfin entre 5 et 8, disons. Ouais, c'est un coût pour les finances publiques d'ailleurs. Et pourquoi d'ailleurs ce régime de faveur Mais parce que contrairement à ce que pensent
nos chers amis. René Piketty. Et on les salue évidemment. Toujours les mêmes. Oui, je les saluerai chaque fois que je parlerai d'eux. Aujourd'hui, l'économie mondiale, alors on ne félicite pas, c'est une constatation. La mobilité individuelle augmente. Partout dans le monde aujourd'hui. Partout dans le monde, les riches bougent. Riches. Pas seulement les riches d'ailleurs. Et pas seulement les milliardaires, encore une fois. Hein. Et pas seulement les milliardaires. D'ailleurs, prenons les milliardaires eux-mêmes, parce que c'est reconnu par M. Zuckman lui-même, donc c'est intéressant. À nouveau, c'est dans son rapport que j'ai lu intégralement. Il dit le nombre de milliardaires, les 3000 personnes en question, dans le monde, il y a 10 ans, je crois me souvenir, il y en avait 5% qui étaient expatriés. Ouais, maintenant, c'est le double. C'est un peu moins. Maintenant, c'est le double. Ouais. Maintenant, c'est 10. Ouais. Alors, 10, c'est pas beaucoup par rapport à 100. Mais ça a doublé. Mais ça a doublé. Alors, si ça continue. Cette mobilité, elle concerne aussi pas seulement les milliardaires, mais les gens qui ont réussi, les entrepreneurs. Tout le monde. Les jeunes étudiants. Regardez les jeunes étudiants qui sortent des grandes écoles d'ingénieurs françaises. Il y en a de plus en plus qui partent à l'étranger. La France n'aime pas les riches, c'est ça que vous nous dites, sauf quand ils viennent de l'étranger. Quand ils viennent de l'étranger, et on les cache. Et on les cache. Quand ils ont travaillé d'abord à l'étranger. Voilà. C'est le principe d'égalité, hein. Liberté, égalité, fraternité, il y a l'égalité qui est au milieu. Hein, ouais. Donc c'est une espèce d'ostracisme qui coûte cher à l'économie française. Oui, mais on ne peut pas le mesurer, ça c'est un point de vue, il n'y a pas de chiffre là-dessus. Hein, Non, mais quand vous voyez, écoutez, je regarde les dernières élections, quand vous voyez le programme économique du nouveau Front populaire, il n'y a pas un économiste sérieux qui a participé à l'élaboration de ce programme. Ce programme a été... Programme de rupture. De rupture. Qu'est-ce que ça veut dire rupture? Vous rompez avec quoi? Avec un manque de recettes fiscales, parce que Emmanuel Macron a beaucoup baissé les impôts, mais sans regarder la partie financement. Et donc on a les soyons sérieux, fabriquons les recettes fiscales dont on a besoin. Demandons-nous comment... C'est ce qu'ils font en frappant les entreprises et les plus aisés. Mais ça, c'est pas possible. Une fois de plus, ça n'est pas possible. Autrement dit, ils fabriquent 60 milliards de recettes fiscales par des impôts supplémentaires. Théoriques, d'ailleurs. Théoriques. Parce que dans les faits, ils ne produiront pas ces 60 milliards. Ils ne pourront pas. Et pourquoi? Parce que ça tombe immédiatement devant le Conseil constitutionnel. C'est immédiatement censuré. Immédiatement. L'impôt sur les successions en France, on parle, je sais que c'est l'impôt sur la mort, sur les héritages, il est vraiment trop élevé par rapport à ce qui se fait ailleurs? Ou est-ce que c'est... Alors, je vais nuancer pour vous montrer que je ne suis pas totalement réactionnaire. Je veux dire qu'il y a des petites marges de jeu, mais qui en elles-mêmes sont très compliquées. Il se trouve que... Parce que pour le commun des mortels, ils ne payent rien en impôt sur les successions. Absolument. Mais l'impôt sur l'héritage, il diminue. Il disparaît partout dans le monde. Donc nous sommes le pays au monde qui a l'impôt sur l'héritage le plus élevé, devant la Belgique. Même si les 2 tiers des Français ne payent pas d'impôt sur les successions. Ça doit représenter 1,5% du PIB, quelque chose comme ça. J'insiste, même si la quasi-majorité des Français ne payent pas d'impôt sur les successions. Absolument. Et qui sont très opposés à l'idée... Très, très, très opposés. Même s'ils ne sont pas concernés. Même s'ils ne sont pas concernés. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire en bonne logique? Mais une fois de plus, avec le problème, est-ce qu'il faut se distinguer du reste du monde, hein? La France peut ouvrir la voie, être un phare. Ouais, on peut, à condition de commencer par résoudre nos propres problèmes. Alors, c'est vrai que ce que j'ai dit sur le droit de propriété, normalement, ça tombe au moment de l'héritage, puisque le droit de propriété, ça s'adresse à un individu, ça ne s'adresse pas à la transmission. Mais il y a deux choses, il y a deux avantages qui sont donnés au moment de l'héritage, dont les gens ne sont sûrement pas conscients. Premièrement,
l'assurance vie est complètement détaxée. Pas complètement, largement. Écoutez, très largement. Et à nouveau, il faut être à un niveau très élevé de revenus et avoir un montant d'assurance vie gigantesque pour payer quelque chose qui, de toute façon, est inférieur à l'impôt sur le revenu. Donc est-ce qu'il faut revoir les conditions fiscales de l'assurance vie ou pas? Moi, je suis plutôt pour, parce que c'est complètement illogique de réserver, alors, aux riches, vous voyez, un avantage fiscal. C'est une niche fiscale. Hein. C'est une niche fiscale. L'assurance vie. Hein. C'est une niche fiscale. Un. Ouais. Deuxièmement, deuxième remarque, au moment de l'héritage, au moment de la transmission, vous payez l'impôt sur les successions au niveau de valorisation de ce que vous transmettez au moment où vous le transmettez par... Oui. Et alors? Et alors, si j'ai acheté quelque chose à 1 euro, il y a 20 ans, que ce quelque chose à 1 euro il y a 20 ans est devenu d'une valeur de 50 euros le jour de l'héritage, je transmets l'héritage toujours, enfin, sur la valeur de 50 euros. Ah oui? Oui, mais ça veut dire que toute la plus-value, autrement dit la transmission par héritage, efface la totalité des plus-values que vous avez constituées pendant toute votre vie. La conclusion, Jean-Pierre Leva, de tout ce qu'on se dit là, c'est quoi? C'est qu'il y a une espèce de chimère à imaginer qu'on puisse taxer en France tout seul les plus aisés, les plus riches. Mais je reviens à ma question initiale. Est-ce que, encore une fois, les plus aisés contribuent? Sur l'impôt sur le revenu, c'est une évidence. C'est 10% des Français qui payent 80% de la note de l'impôt sur le revenu. Voilà. Est-ce qu'il y a assez de contributions, encore une fois, des plus aisés au global à la dérive des comptes publics? À nouveau, vous ne pouvez pas les imposer sur autre chose que leurs revenus. Et là, le job, il est fait, hein, en matière de progressivité de l'impôt. Et là, c'est fait. Et donc, les marges qui restent, elles existent, mais elles sont faibles, elles sont petites. Et c'est donc pas en continuant à taper sur les riches qu'on va rétablir les finances françaises. Allez, merci beaucoup. On a compris le point de vue de Jean-Pierre Leva d'inviter la grande interview sur Boursorama. Merci, à bientôt. Merci.